Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Biologie, écologie, agronomie. Biologie, écologie, agronomie. Collection dirigée par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12, et Claude Brzezinski, professeur émérite à l'Université de Lille. Cette collection rassemble des synthèses, qui font le point des connaissances sur des situations ou des problèmes précis, des études approfondies exposant des hypothèses ou des enjeux autour de questions nouvelles ou cruciales pour l'avenir des milieux naturels et de l'homme, et des monographies. Elle est ouverte à tous les domaines des sciences naturelles et de la vie. Déjà paru. Isabelle Richaud, L'humanité face au miroir. Réflexion sur une société durable, 2013. Kenida de Rezende Menezes. Le droit international peut-il sauver les dernières forêts de la planète, 2013. Guy Rollet, Les réseaux de neurones de la conscience. Approche multidisciplinaire du phénomène, 2012. Patrick Matagne, Éduquer à la biodiversité pour un développement durable. Réflexion et expérimentation, 2012. Elisabeth Matthyssrochon et Pierre Savatier, Biotechnologie, quelles conséquences sur l'homme à venir, 2012. Marcel B. Boucher, Pour un renouveau dans l'environnement, 2012. Michel Gaudron, Écologie et évolution du monde vivant, volume 3. Les problèmes écologiques réels, 2012. Michel Gaudron, Écologie et évolution du monde vivant, volume 2. L'échelle crée le phénomène, 2012. Michel Gaudron, Écologie et évolution du monde vivant, volume 1. La vie est une transmission d'informations, 2012. Dominique Mariot, L'univers fascinant des insectes. Nos amis, nos ennemis, 2012. Gérard Bertolini, Montre-moi tes déchets. 2011. Dédicace. À la mémoire des miens. Lucien, Hélène, Marc, Valentin. La vie est une énigme. Depuis les temps les plus reculés, l'homme cherche inlassablement les moyens de la décrypter et d'en percer le mystère. De nombreuses tentatives sont entreprises dans toutes les civilisations pour construire une théorie de cette réalité qui, à l'évidence, se révèle difficilement saisissable par la pensée. Nos cultures embrouissent de représentations diverses et colorées. Dans les religions foisonnent d'innombrables mythes biogoniques. Et la métaphysique, riche de ces philosophies de la vie plus élaborées les unes que les autres, est le théâtre où s'affrontent depuis des siècles des conceptions matérialistes et vitalistes, des thèses mécanistes et finalistes, dans des duels sans merci et sans issue. Malgré les avancées de notre connaissance du monde, les clés de la vie nous échappent encore. Et sous des formes variées, l'on continue à se poser les mêmes questions que soulève depuis toujours sa présence à la fois certaine et mystérieuse. Qu'est-ce que la vie ? D'où vient-elle ? Comment se manifeste-t-elle au plus profond des êtres qu'elle anime ? Quels sont ses caractères distinctifs et fondamentaux ? Est-elle indépendante de la matière qui la porte et qui paraît la nourrir ? Au début de son histoire de la notion de vie, André Pichot souligne bien ce paradoxe que constitue la proximité de la vie et la difficulté que l'on éprouve à en formuler une définition précise. Bien qu'elle nous touche de très près, la notion de vie n'a jamais été clairement définie, ni dans l'histoire des sciences ni dans celle de la philosophie. Sans doute parce qu'elle est difficile à saisir. D'elle on pourrait dire ce que saint Augustin disait du temps. Qu'est-ce donc que la vie ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. La science moderne cependant, tirant les leçons des échecs passés, s'est progressivement démarquée des recherches spéculatives destinées à connaître l'essence ou le principe de la vie. Convaincue de la fécondité et de l'efficacité des méthodes utilisées par les sciences physico-chimiques, depuis la révolution scientifique du XVIIe siècle, la biologie a adopté la même approche pour l'étude des corps organisés. Elle s'est engagée, singulièrement à partir du XVIIIe siècle, à l'application des méthodes d'observation et d'expérimentation, en prenant garde d'ajuster ses prétentions heuristiques aux objectifs accessibles à une investigation rationnelle patiente et assidue des phénomènes biologiques. Les biologistes le savent. En procédant morphysico, ils ne peuvent espérer connaître de la vie que les caractères matériels et les lois qui en régulent le mécanisme objectif. La science laisse ainsi définitivement à la métaphysique et aux religions le soin de rechercher la cause première de la vie.
Ce fut évidemment une authentique révolution qui conduisait les disciplines biologiques à une redéfinition de leurs méthodes et de leurs objectifs scientifiques. Comme on pouvait s'y attendre, celle-ci ne manqua pas de susciter des appréhensions et même des résistances bien compréhensibles, puisqu'au XVIIIe, voire au XIXe siècle, aucune preuve décisive n'était encore apportée à la pertinence ou à l'efficacité des méthodes physico-chimiques dans l'étude du vivant. Celle-ci convenait-elle vraiment à l'approche rationnelle du monde organique ? Était-elle susceptible d'appréhender l'originalité et la spécificité de la vie, tout en préservant la science d'un retour au vitalisme ? N'entraînait-elle pas inéluctablement les sciences de la vie vers le réductionnisme matérialiste ou mécaniste ? Constituait-elle l'unique moyen pour construire une alternative scientifique au scepticisme des vitalistes, qui ne croient pas à la capacité de la raison humaine à appréhender le quid proprium de la vitalité ? La réponse à ces questions n'allait pas de soi. Aussi, pendant longtemps, le combat fut-il rude en biologie entre les partisans et les adversaires d'une approche inspirée des sciences de la nature. En adoptant une telle méthode, les biologistes couraient en effet le risque d'être accusés de matérialisme et de réductionnisme. On pouvait leur tenir rigueur d'ignorer la spécificité du vivant, et de vouloir traiter celui-ci comme un objet exclusivement explicable par le jeu de ses constituants physico-chimiques, et le déterminisme de ses conditions matérielles. Mais en la rejetant, ils étaient certains de voir leur science stagner et s'enliser dans d'interminables controverses spéculatives. On leur reprocherait alors leur incapacité à se défaire des approches qualitatives et des considérations métaphysiques qui plombaient l'étude scientifique de la vie, à l'inverse de ce qu'avaient courageusement entrepris et réalisé les sciences des corps bruts à l'aube de la modernité. La révolution méthodologique s'opéra finalement et vers la fin du XIXe siècle, la méthode expérimentale s'imposa à toutes les branches de la biologie. Mais cette conversion aux procédures en vigueur dans les sciences de la nature impliquait d'importantes réformes touchant à la nature de l'objet et aux objectifs théoriques des disciplines biologiques. Parmi celles-ci, il fallait que la biologie scientifique renonçât à toute recherche visant à connaître ce qui de la vie échappe aux prises de l'expérience. Or, de toute évidence, c'est la vie elle-même, objet éponyme de la biologie, qui paraissait en premier se soustraire à l'exigence d'expérimentation. Parce qu'elle n'est pas observable, sauf sous les traits réducteurs de ses manifestations apparentes dans le sujet vivant, elle ne se présente visiblement pas sous la même nature que les objets dont on parle en astronomie, en physique ou en chimie. Pour le scientifique, la vie apparaît en définitive comme une sorte d'abstraction à laquelle l'on ne peut accéder par aucun des moyens conventionnels de la science. Dès lors, s'impose à la biologie cette idée toute paradoxale: la vie n'est pas un concept biologique. Le scientifique contemporain devrait même, de ce fait, considérer comme un abus terminologique l'utilisation du vocable de biologie, étymologiquement science de la vie, pour désigner cet ensemble de disciplines qui englobe la zoologie et la botanique, et dont relève l'étude de l'anatomie, la physiologie, la pathologie, etc. Aucune de ces matières ne porte en effet, à proprement parler, sur la vie. Finalement, comme dirait François Jacob, on n'interroge plus la vie aujourd'hui dans les laboratoires. Le biologiste moderne considère que la vie n'existe pas, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Ernest Kahn. À strictement parler donc, une science de la vie est impossible. Voilà pourquoi l'abandon des considérations spéculatives se rapportant à la thématique de la vie s'imposa au premier rang des exigences fondatrices de la biologie scientifique. Lorsque la révolution méthodologique soumit cette discipline à des ajustements structurels, au nombre desquels figurait le rejet des recherches portant sur les objets idéels, la première idée qui fit les frais de cette conversion fut incontestablement l'idée abstraite de vie. Mais alors quel devait être l'objet d'une biologie qui s'interdisait ainsi de parler de la vie ? Quel doit être le sujet commun des différents démembrements disciplinaires de cette science ? À défaut de la vie elle-même, ce fut naturellement le vivant, support concret de la vitalité, qui fut défini comme l'objet des recherches biologiques. C'est à sa conquête que la science se lançait. C'est lui qui devait désormais polariser l'attention du botaniste et du zoologiste, du médecin et du physiologiste, du biologiste empirique et de l'expérimentateur. Le vivant présente des atouts qui favorisent son étude scientifique. Avant tout,
nonobstant les différences qui peuvent exister entre les êtres, il est une entité concrète appartenant au règne animal ou végétal et reconnue comme telle aux caractères spéciaux qu'il partage avec les autres êtres. Par exemple, il est capable de croître. Alors que les objets de la nature inerte ne sont susceptibles que de s'accroître en grandeur, en volume ou en quantité sous l'action de causes externes, le vivant, lui, paraît doté de la faculté de se développer par lui-même suivant un plan intériorisé. Mais il présente pour la science les mêmes avantages que les objets de la nature inerte. Il est matériel et concret, et peut subir l'épreuve d'une observation méthodique et d'une expérimentation structurée. La substitution du vivant à la vie en tant qu'objet des sciences biologiques ne constitue pas une translation conceptuelle et thématique anodine. Elle donne lieu en effet à d'importantes conséquences épistémologiques. Par exemple, en polarisant son intérêt sur l'entité vivante, le biologiste moderne sait qu'il n'en pourra saisir que les caractères les plus concrets et les seules lois des manifestations observables de la vie. N'y perdra-t-il pas ainsi de vue une grande partie des valeurs que l'on attache traditionnellement à ce qui en constitue l'originalité ou la spécificité ? Immatérialité, irréductibilité à la matière brute, intangibilité, sacralité, etc. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ne sont pas dupes. L'étude concrète du vivant n'épuisera jamais toute l'étendue du spectre de la vie totale. Mais cette option constitue le seul choix possible, le seul qui puisse permettre à la biologie de se conformer à l'impératif méthodologique de la modernité scientifique. En tout état de cause, c'est, disent les promoteurs de la méthode expérimentale dans les sciences du vivant, Claude Bernard en tête, le prix à payer pour espérer construire une biologie et une médecine capables d'utiliser avec succès les mêmes méthodes que les sciences de la nature. Comment dès lors adapter à l'étude d'un objet aussi particulier que le vivant une approche quantitative fondée sur l'observation et la mesure, suivant l'idéal classique de la scientificité inspirée par Galilée. En raison de la particularité du vital et pour ne pas tomber dans toute forme de réductionnisme matérialiste, la biologie scientifique fut ainsi confrontée à cette grande problématique inaugurale. Comment déterminer à la fois l'étendue et les limites de l'usage de la méthode expérimentale dans l'étude des phénomènes biologiques? Tel fut tout l'enjeu de la démarche de ceux qui, comme Claude Bernard, se sont consacrés à la réforme de la méthodologie des sciences du vivant. Il leur fallait en effet, tout en affirmant l'intangibilité des principes généraux de l'expérimentation, reconnaître la spécificité du vital et définir en conséquence les conversions, les renoncements, les ajustements que requiert l'application des méthodes scientifiques à l'étude d'un objet à la nature aussi singulière. Il y a davantage. Si la science moderne est d'inspiration galiléenne par la pratique de la méthode expérimentale, elle tire aussi du cartésianisme son attachement à l'analyse et à la synthèse comme les moyens respectifs pour accéder à la structure profonde des choses et pour constituer ou reconstituer les entités. En adoptant ces procédés heuristiques, les sciences modernes montrent qu'elles ne sont plus prisonnières des ontologies naturalistes, puisqu'elles possèdent à la fois la capacité de reculer jusqu'aux éléments les plus intimes de la matière, l'horizon de leur investigation analytique, et celle de franchir, grâce aux synthèses artificielles qu'elles réalisent, les limites de la nature. La biologie, en procédant suivant les mêmes principes méthodologiques que les sciences de la nature, admet par là même, non seulement la possibilité générale d'appliquer l'expérimentation aux êtres vivants, mais aussi la légitimité particulière de les soumettre à des pratiques de dissection et de vivisection expérimentale ainsi qu'à des synthèses réparatrices, voire créatrices. Dès lors, il ne viendra plus à l'esprit d'aucun biologiste de considérer le vivant comme une sorte de substance inviolable ou d'entité irréductible. Si la biologie devait être adossée à une ontologie, celle-ci devrait être doublement ouverte, car sa méthode, l'expérimentation, est portée à la fois par l'analyse et la synthèse. Grâce à ces procédés, le monde naturel vivant s'ouvre sur un univers d'entités insoupçonnées. Les unes, révélées par l'analyse, appartiennent aux structures les plus fines de la matière organique. Les autres sont des créations originales obtenues par la composition d'éléments que la nature n'a parfois jamais associés entre eux, mais que ses lois rationnelles permettent de combiner dans des structures viables. La biologie contemporaine est donc tout à la fois une science théorique et une technoscience. Elle témoigne d'une aptitude à la découverte autant que d'une puissance d'invention. Son dessein la destine à la fois à connaître le vivant tel que la nature nous le donne,
et à reculer sans cesse, par l'artifice, les limites du monde organique. Les essais contenus dans ce livre présentent quelques approches du vivant touchant aux deux orientations de l'activité du biologiste. D'une part, il y a ceux qui se rapportent à l'étude des méthodes empiriques et expérimentales utilisées dans les sciences biologiques. D'autre part, il y a ceux qui portent sur les opérations créatrices de l'ingénierie biologique. Et comme la biologie, entendue ici dans son sens le plus large, regroupe des disciplines variées allant de l'histoire naturelle à la médecine expérimentale, de la biologie des populations à la biologie moléculaire et de la biologie synthétique aux biotechnologies, les enquêtes proposées dans ce recueil tentent de couvrir un large éventail de méthodologies spécifiques. En un mot, dans ces approches du vivant, l'on interrogera tour à tour les moyens mis en œuvre par la science pour accéder à la connaissance du monde animé et les procédures propres à l'invention biologique. À travers des développements qui épousent, selon la nature de l'étude, une tonalité historique ou exemplaire, systématique ou générale, sont abordées dans le livre des questions relatives aux fondements théoriques, aux dispositions pratiques, à l'étendue et aux limites des méthodes en usage dans la biologie moderne. L'histoire naturelle, présentée en général comme une science d'observation, révèle à l'analyse qu'elle ne se prive pas d'inférences théoriques. Les procédures heuristiques de la botanique et de la zoologie moderne sont plus variées que ne paraît le suggérer leur simple définition comme science expectative. L'étude typologique de leurs méthodes nous amènera inéluctablement à la conclusion qu'il est difficile de tenir dans ces sciences le pari d'une phénoménographie exclusivement descriptive. Qu'elle concerne la morphologie, l'anatomie ou l'éthologie des entités naturelles, la description y est toujours grosse d'attentes et d'arrière-pensées théoriques. Lorsqu'elle porte sur la classification des êtres, elle combine plus explicitement encore l'observation et la théorie. Même si sa base est toujours constituée de données naturelles, il faut ensuite comparer celles-ci les unes avec les autres et définir les critères d'organisation des taxons. Et ce sont là autant d'efforts de rationalisation et de théorisation. Il arrive même que, en histoire naturelle, l'on parvienne à ériger des théories générales à partir notamment d'analogies observées dans la nature et corroborées par un nombre suffisamment important de faits. Si la botanique et la zoologie n'aspirent en principe qu'à observer et à décrire les entités naturelles, d'autres disciplines biologiques sont passées du statut de science expectative à celui de discipline expérimentale. Abandonnant le recours à des procédés exclusivement empiriques, elles sont devenues, au prix d'une révolution méthodologique, des sciences théoriques suivant le modèle de la physique et la chimie moderne. La physiologie animale et végétale, la pathologie médicale, la thérapeutique, la génétique, la biologie cellulaire et moléculaire ont ainsi adopté une méthode plus opérative, sollicitant l'apport intégré des ressources des sens, de l'imagination et de la raison. Claude Bernard, qui fut pour la médecine l'un des principaux instigateurs de cette conversion, montra, en s'appuyant sur sa propre expérience de physiologiste, comment une approche expérimentale est adéquate et féconde pour l'étude des phénomènes vitaux normaux et pathologiques. Mais l'une des critiques les plus récurrentes opposées par les vitalistes à la biologie expérimentale consiste à dire que l'expérimentation appliquée à l'étude du monde vivant est de nature à induire la biologie au matérialisme dogmatique. À la vérité, il n'en est rien. L'exemple de Claude Bernard montre qu'il est possible d'échapper au piège du réductionnisme même en étant un farouche défenseur de la méthode expérimentale. Certes, quelques-uns des écrits du grand physiologiste laissent penser qu'il ne voyait dans la vie qu'une manifestation physico-chimique. Mais il en est d'autres qui amènent à la conclusion contraire et à le considérer comme un néo-vitaliste, après avoir rejeté les relents irrationalistes du vitalisme classique, a fini par se convaincre que la vie est irréductible à une simple action de la matière. À l'examen, on s'aperçoit donc finalement que sa doctrine biologique s'équilibre entre matérialisme et vitalisme, en exigeant pour la médecine expérimentale une approche positive des phénomènes vitaux, et en affirmant en même temps que la matière n'offre de la vie que la condition extrinsèque et non la cause. Il récuse les approches dogmatiques et tente, suivant son projet, d'amener un concordat entre l'animisme et le matérialisme. D'une manière générale, aucune impossibilité théorique ne paraît contrarier fondamentalement l'étude scientifique du vivant.
La seule condition qui s'impose à son l'approche rationnelle des phénomènes de la vitalité impliqués dans le fonctionnement normal des organismes, ou dans les dysfonctionnements pathologiques, est qu'ils soient étudiés par rapport à leurs conditions objectives. L'idée d'objectivité ou de rationalité a beaucoup évolué, dans son interprétation biologique et médicale. La première expression de la rationalisation du biologique consista à naturaliser l'explication des phénomènes physiologiques et pathologiques. La révolution qui enfanta la médecine scientifique fut un processus qui s'origina dans la réforme de l'idée même de maladie. D'une notion essentiellement surnaturelle, elle est devenue, sous les auspices de l'hippocratisme, une donnée naturelle. Ce fut en effet Hippocrate qui initia la rupture qui désacralisa la maladie, en la rapportant à ses causes climatiques et environnementales. Il laïcisa la pratique médicale et l'arracha à l'autorité des prêtres et des devins. Mais la contribution d'Hippocrate se limita à la naturalisation de la maladie. Il revint donc à la postérité d'approfondir l'idée de pathologie rationnelle, dans l'optique d'une vraie science théorique de la maladie. Or, pendant longtemps, la médecine demeura dans le sillage de l'empirisme hippocratique. La rationalité du pathologique ne connaîtra un véritable tournant qu'avec l'abandon du modèle naturaliste et la promotion de la pathologie expérimentale, notamment sous l'impulsion de Claude Bernard. Inspiré par l'exemple du diabète sucré qu'il avait soigneusement étudié, Bernard conçut la maladie comme une variation de la physiologie. Il existe selon lui des écarts objectifs et mesurables entre le physiologique et l'état pathologique, les deux étant susceptibles d'être observés et d'être expliqués par des théories quantitatives. Toutefois, en procédant à la réduction physiologique du pathologique, la théorie bernardienne parut ignorer la spécificité des maladies microbiennes et virales, dont Louis Pasteur, Robert Koch et d'autres microbiologistes s'efforçaient de montrer qu'elles provenaient de l'action d'entités micro-organiques d'origine externe. Celles-ci ne pouvaient par conséquent être interprétées comme de simples variations de l'état physiologique. Pour donner de la maladie une définition qui rassemble aussi bien les pathologies virulentes que celles dues au dysfonctionnement de la physiologie, et surtout pour assigner à la médecine une fonction qui unisse l'action de l'expérimentateur de laboratoire et celle du clinicien, le philosophe français Georges Canguilhem proposa le renversement de la perspective positiviste de Claude Bernard. La maladie, dit-il, n'est pas un fait, mais une valeur qui n'a pas avec la santé un rapport de continuité quantitative, mais une relation de discontinuité qualitative. Dans cette nouvelle vision, la rationalisation du pathologique cessait de désigner l'effort pour consigner la maladie dans le prisme du déterminisme étroit de ses facteurs objectifs. Elle consista désormais, dans une approche holistique qui ne sépare plus la maladie du malade, à objectiver la maladie conçue d'abord comme une expérience subjective et à placer le malade au centre de la problématique du pathologie. Mais l'approche médicale des pathologies ne doit jamais se limiter à la connaissance des facteurs objectifs et subjectifs qui les déterminent. Les pionniers de la médecine scientifique avaient bien compris que la maîtrise des causes d'une pathologie n'était qu'un préalable indispensable à l'accomplissement de la tâche régalienne de la médecine, guérir. Et l'un de ceux qui exprima le mieux cette nécessité d'associer dans une approche intégrée la recherche étiologique et l'enquête prophylactique fut sans conteste Louis Pasteur. Selon lui, la méthode des sciences médicales doit partir de la recherche des causes de la maladie et s'achever par la détermination des traitements curatifs et préventifs les plus appropriés aux pathologies, que ces dernières soient individuelles ou qu'elles soient endémiques. Pasteur n'a certes pas consacré d'ouvrage à l'élaboration d'une méthodologie médicale, à l'exemple de Claude Bernard. Mais, à travers sa pratique se dégage le souci d'une démarche systématique qui consiste pour le médecin placé devant la maladie, d'abord à en traquer les symptômes et à en rechercher les causes, et ensuite à construire une stratégie prophylactique destinée à la neutraliser et à l'éradiquer. Pour le principe, Pasteur, comme Bernard, était attaché à l'usage de la méthode expérimentale. Il en donna la preuve dans l'investigation étiologique des maladies à germes, autant que dans la recherche des solutions prophylactiques les plus appropriées au traitement de ces maladies. Incontestablement, les progrès de la biologie moderne sont dus à l'utilisation de l'analyse expérimentale. C'est elle en effet
qui a permis de mieux en mieux comprendre les mécanismes physiologiques et pathologiques. Elle introduit la biologie au cœur des différentes strates de la complexité organique, en dévoilant respectivement les secrets de l'organologie, de l'histologie, de la cytologie, etc., jusqu'à atteindre le point de jonction entre le monde vivant et le monde physico-chimique. Dans cette quête des structures élémentaires de la matière organique, les sciences physico-chimiques ne constituent pas seulement un modèle méthodologique. Elles déterminent aussi la référence ultime de la biologie analytique et l'horizon de son investigation expérimentale. Ainsi, avec Claude Bernard par exemple, les entités vivantes sont-elles analysées et rapportées, en dernière instance, à une base chimique infracellulaire. Le physiologiste défend cette idée, convaincu qu'il existe, dès la formation du protoplasme, l'amorce d'une vie, antérieurement à la constitution de la cellule. C'est là, dans le protoplasme qu'il croyait voir se réaliser à la fois la continuité du biologique et du minéral, et l'unité fondamentale de la vie. On remarque alors que la vie qui n'est pas posée au départ comme l'objet de l'investigation expérimentale, se révèle pourtant inéluctablement à la fin du processus heuristique, lorsque l'analyse a dépouillé le vivant de toute vitalité et l'a rendu à sa structuration quasi-chimique. Alors perce paradoxalement sous ces décombres physico-chimiques, la vie biologique, irréductible dans sa caractéristique primordiale, l'unité. Toute vie est vie. Il n'y a donc pas, par exemple, une vie animale différente de la vie végétale, et la vie humaine du point de vue de sa structure physico-chimique, n'a aucune spécificité qui la différencierait de celle qui anime les autres êtres. Si, dans sa conséquence ontologique, l'analyse structurale employée par la physiologie expérimentale conclut avec Claude Bernard à l'unité vitale, elle jette par conséquent la plus grande suspicion sur le réalisme naturaliste et démasque son ontologie partitive. L'idée d'unité de la vie, sans induire celle des vivants, se trouve néanmoins renforcée par l'analyse historique, qui frappe pour sa part de plein fouet le mythe de l'intangibilité des catégories structurantes de l'ontologie naturaliste. Celle-ci redéfinit l'individu, l'espèce, le genre, ainsi que les notions d'hérédité, d'identité et de diversité, en fonction des schèmes de la théorie de l'évolution, en montrant comment finalement aucune entité naturelle n'échappe aux lois de la mutagenèse. Les espèces s'engendrent les unes les autres par le jeu des mutations génétiques. Les entités actuelles apparaissent dès lors, en tant qu'instances évolutives, comme des abstractions historiques. Ainsi se trouvent mises à nu toute l'évanescence et la précarité des configurations dans lesquelles on tente d'enfermer les vivants, en les décrivant sous le registre des taxons. Les individus autant que les groupements que l'ontologie naturaliste classique présentait comme des réalités stables et fixes, se révèlent à l'échelle des temps géologiques, comme des instances transitoires saisies à des moments ponctuels d'une translation indéfinie. La postulation d'un horizon physico-chimique de l'analyse structurale des entités organiques ne conduit pas cependant la biologie expérimentale à assumer nécessairement un réductionnisme matérialiste de la vie. Claude Bernard rappelle d'ailleurs constamment que la vie biologique ne peut être adéquatement conçue par la science, que si l'on comprend bien que les facteurs physico-chimiques ne constituent que la condition matérielle de son émergence dans les organismes. Sans jamais espérer que ces facteurs puissent d'aucune manière former la cause qui en expliquerait le quid proprium. Mais traditionnellement, le réductionnisme matérialiste ne s'exprime pas seulement par rapport à la structuration physico-chimique des entités vivantes. Il s'entend aussi par rapport à l'origine des êtres, lorsqu'on soutient par exemple que ceux-ci peuvent être générés par la matière organique en décomposition. À cet égard, l'échec de la thèse des générations spontanées peut être interprété comme l'échec d'une version du réductionnisme en biologie. L'issue de la dernière grande controverse sur la question, qui opposa Louis Pasteur à Félix Archimède Pouchet, et qui fut sanctionnée par la victoire des thèses antispontanéistes du premier, illustre comment le XIXe siècle, tout en portant le projet d'une biologie scientifique, contribua remarquablement à prémunir la biologie contre toute forme de tentation réductionniste. La révolution biologique, en dotant les sciences de la vie de méthodes leur permettant d'accéder de mieux en mieux au mystère de la constitution et du fonctionnement des organismes vivants, leur a aussi donné les moyens d'opérer sur la nature des manipulations créatrices, les unes plus inventives que les autres. La biologie moderne ne se contente plus de se laisser instruire par la nature, mais à son tour,
Elle veut enrichir celle-ci par des créations qu'elle réalise conformément aux lois naturelles. Le succès de la fécondation in vitro, de la transgénèse et de toutes les réalisations du génie génétique, témoigne certes, de la portée de sa puissance prométhéenne, mais il révèle surtout, en même temps, l'étendue des possibilités évolutives que la nature elle-même a laissées ouvertes. Ainsi, les technosciences de la vie n'opèrent pas en dehors du sillage de la nature. Non seulement elles sont capables de répéter les opérations de la nature, mais aussi elles peuvent concevoir et donner jour à des structures vivantes que la nature n'a jamais réalisées. Et il n'y a pourtant là aucune contradiction. Comme l'explique le philosophe français Claude Debrue, il ne faut pas croire que ce faisant, les biotechnologies opèrent en opposition à la nature. En réalité, dit-il, l'artifice est une surnature car elle se fonde sur la nature en s'ajoutant à elle. Bien sûr, on aurait tort de nier toute différence entre les processus naturels et les actes inventifs du génie biologique. Des proto-biotechnologies aux biotechnologies contemporaines, le dessin des opérations humaines sur le vivant semble avoir singulièrement changé. Les premières, en effet, ne paraissaient avoir eu pour but que de répéter, parfois en les amplifiant, les opérations de la nature. À l'inverse, le génie génétique, issu du développement de la biologie moléculaire, semble bien souvent aller à l'encontre des processus traditionnels de la nature. Mais en réalité, cette différence s'estompe quand on y regarde de près, et qu'on découvre que la transgénèse, le clonage des organismes sexués ou la thérapie génique n'expriment que les possibilités de la nature elle-même, et que les manipulations des supports moléculaires de l'hérédité ne font que répéter et prolonger les bricolages de l'évolution. Les biotechnologies les plus modernes n'ont donc pas rompu avec l'homologie entre la nature et l'artifice, qui caractérisait déjà les biotechnologies traditionnelles. Toutefois, celle-ci ne repose plus sur la simple répétition par l'artifice des produits de l'évolution. Elle se fonde désormais sur l'usage d'un même mode opératoire qui permet d'anticiper sur les possibilités de la nature et de les réaliser. Tel est le fondement du naturalisme de l'ingénierie génétique, que développe et défend Claude Debrue. Dans cette homologie technobiologique, la science et la nature, à vrai dire, s'enrichissent mutuellement. La science, en procédant conformément aux opérations de la nature, peut tâter le processus de l'évolution. La nature, pour sa part, fournit à la créativité scientifique le modèle qui légitime son ambition prométhéenne. Ainsi, ce que révèle fondamentalement l'évolution, c'est la capacité inventive de la nature. L'évolution, en effet, ne témoigne pas seulement du dynamisme naturel. Elle révèle en outre que la nature est porteuse d'une grande force d'innovation par laquelle elle rejoint paradoxalement l'art ou l'artifice. À ceci elle emprunte les marques d'une forme de liberté que traditionnellement l'on ne lui reconnaît point. Dessin non linéaire, choix opportuniste, processus arbitraire. La biologie moléculaire propose une modélisation des mécanismes de l'évolution, en les expliquant par le jeu aléatoire des combinaisons moléculaires destinées à modifier les structures d'acides désoxyribonucléiques, ADN. Selon le généticien et prix Nobel de médecine François Jacob, la diversité biologique ne résulte pas de la création d'entités biochimiques nouvelles, mais de réaménagements structurels intervenant au sein des molécules d'ADN. Il désigne par la métaphore de bricolage moléculaire ou évolutif, la réutilisation opportuniste par l'évolution d'éléments biochimiques divers abandonnés, pour constituer les nouvelles séquences de chaînes protéiques ou nucléiques des espèces mutantes. Les processus évolutifs sont par conséquent fondamentalement contingents. Il en résulte que si l'évolutionnisme est une doctrine anticréationniste, l'évolution est elle-même un processus très créatif. L'évolution, voilà assurément une idée scientifique tout imbue de philosophie. Elle emporte toutes nos vieilles conceptions sur l'être, la nature et l'homme, et elle renouvelle notre compréhension du vivant, du temps et de l'histoire. C'est pourquoi, depuis sa redécouverte par le darwinisme, elle constitue un thème qui ne cesse d'alimenter la réflexion des philosophes de toute spécialité, épistémologues, métaphysiciens, moralistes, éthiciens, spécialistes des philosophies de l'art et de la religion, etc. De nombreux enseignements philosophiques se dégagent de l'idée que nature innove en employant des procédés semblables à ceux qu'utilise l'homme. On peut en retenir quelques-uns. D'abord,
la nature apparaît à travers l'évolution comme une réalité transitoire constamment en quête de sa propre saturation. Rien de ce qui appartient au monde vivant ne demeure en effet figé dans sa forme, ni dans son dessein initial. Le vivant est tendu vers la réalisation d'une infinité de possibilités immanentes qui, en principe, restent toutes ouvertes. Et comme en dépit des mutations qu'elles subissent, les entités vivantes n'en demeurent pas moins naturelles, on n'assiste pas dans les processus évolutifs à un phénomène qui pourrait être interprété comme extra-naturel. On conçoit bien que c'est la nature qui réalise elle-même sa propre expansion et sa propre saturation. Par ailleurs, la métaphore du bricolage moléculaire, utilisée par François Jacob, illustre très bien la proximité des processus évolutifs avec le modèle le plus aléatoire de l'invention humaine. L'évolution n'obéit par conséquent à aucun plan ni dessein prédéfini. Ces élans créatifs ne répondent d'aucun autre ordre que celui que favorise ponctuellement le hasard, les opportunités, les circonstances. Enfin, si l'évolution semble destinée à enrichir indéfiniment la nature par ses créations aléatoires, elle donne, pour ainsi dire, toute la légitimité et la caution ontologique de la nature à l'activité créatrice des sciences et en particulier de la biologie. Qu'on l'entende bien. La contingence de l'évolution rapproche l'activité créatrice de la nature de l'art humain le plus aléatoire, le bricolage. Mais à l'inverse, l'ingénierie biologique s'inspire de l'évolution en réalisant par la science ses desseins d'auto-saturation. Les fruits du génie humain, lorsque celui-ci est appliqué au processus biologique, ne sont donc pas de purs artifices. Ils ont une légitimité ontologique, autant que puisse en avoir tout objet créé suivant les lois et les processus de la nature fût-il réalisé par des mains humaines. La légitimité des créations de la biologie appliquée trouve toute sa justification dans la non-saturation de la nature et dans la capacité acquise par les sciences de procéder suivant les lois naturelles pour réaliser les possibilités et les promesses de la nature. En revanche, le naturalisme fondamental de l'ingénierie biologique ne saurait, par exemple, constituer une caution qui exempterait, moralement, la création scientifique de toute responsabilité éthique. Car il y a cette différence profonde entre la créativité biologique et la créativité de la nature. La science n'est jamais aveugle dans ses processus comme la nature peut l'être dans ses bricolages. Ces démarches impliquent des choix libres et conscients qui doivent engager la responsabilité du chercheur. Tel est tout l'enjeu de la réflexion éthique qui doit nécessairement accompagner l'expression et l'expansion des capacités créatrices des sciences biologiques. Omnia mihi licent, sed non omnia edificant. Ainsi s'articulent les thèmes et les problèmes abordés dans ce livre. Les chapitres sont constitués d'essais qui présentent, d'une manière systématique ou sous un mode exemplaire, différents aspects de l'approche scientifique du vivant. On ne saurait avoir la prétention d'y avoir développé la totalité des variations possibles sur le thème de la méthodologie des sciences biologiques. D'autres procédures que celles qui sont exposées ici existent sans doute. Je n'ai été conduit dans la mise en forme des idées contenues dans cet ouvrage que par une seule ambition: montrer à travers l'étude des expressions diversifiées de leurs méthodes, les moyens par lesquels les disciplines biologiques modernes assument et accomplissent leur double dessein, à la fois orientés vers la découverte des lois qui gouvernent le monde vivant et la création d'entités qui enrichissent la nature, en modifient les configurations, en reculent les limites. Je remercie de tout cœur toutes les personnes dont le soutien et les encouragements m'ont permis de porter à son achèvement le projet de ce livre. Les membres de ma famille, en particulier Marie-Jeanne, Corinne, Mireille, Marc Arnaud, qui a conçu et réalisé la page de couverture de l'ouvrage, Guy Michel, Cédric et David Ivan, mes amis de la Société ivoirienne de bioéthique, d'épistémologie et de logique, Cybèle, mes collègues des départements de philosophie des universités d'Abidjan, de Bouaké, Côte d'Ivoire et de Libreville, Gabon. Ma reconnaissance va en particulier à Monsieur le recteur Bertrand Saint-Cernin, membre de l'Institut, professeur émérite de l'Université de Paris IV, qui dirigea mes thèses de doctorat de 3e cycle et d'État, et qui m'honore encore de sa bienveillance et de sa sollicitude. Je dis également grand merci à Monsieur le recteur Pierre Nzinzi, de l'Université de Libreville, pour son amitié et son soutien. Enfin, j'exprime chaleureusement ma gratitude à tous mes étudiants, singulièrement ceux dont les travaux d'études et de recherche abordent des thèmes proches de ceux que j'examine dans cet ouvrage.
nos échanges, toujours enrichissants, m'ont certainement amené à mieux structurer et affiner l'expression des idées que je développe dans ces approches du vivant. Paris, 22 mai 2014. 1. Une typologie exemplaire des approches du vivant en histoire naturelle. En 1727, le naturaliste hollandais Herman Boerhaave donnait de l'histoire naturelle la définition suivante: c'est la connaissance des choses qui sont produites dans l'univers et que les hommes peuvent découvrir par les sens. L'histoire naturelle ne désigne donc pas une science particulière, mais l'ensemble des disciplines reposant sur l'observation des phénomènes naturels, que celles-ci portent sur les corps inertes ou qu'elles étudient les êtres vivants. Elle couvre un champ disciplinaire riche et varié comprenant l'astronomie, la zoologie, la botanique, la géologie, l'archéologie, la paléontologie, etc. L'attachement de ces sciences à l'observation s'explique par la croyance selon laquelle cette méthode forme un rempart sûr contre les illusions de l'imagination. Elle ne nous présente pas, dit Boerhaave, les inventions d'une imagination échauffée, d'ordinaire trop subtile et souvent même fausse, mais les véritables effets de la nature qui produit toute chose. Et comme elle, ne nous promet rien, que ce que nous pouvons découvrir nous-mêmes par nos sens bien disposés, elle ne doit pas être soupçonnée de nous dresser des embûches pour nous faire tomber dans l'erreur, ou pour nous faire prendre la fiction pour la vérité. Le recours à l'observation est destiné à assurer la solidité et la crédibilité des disciplines naturelles. Ainsi, par définition, l'histoire naturelle se caractérise par sa méthode fondée sur l'investigation des phénomènes de la nature tels qu'ils se produisent, sans intention de les modifier. Son discours est essentiellement descriptif. Or, à vrai dire, lorsqu'on les examine plus attentivement, on s'aperçoit que ces processus heuristiques sont plus complexes et plus variés. Bien qu'ils reposent sur l'observation, ils ne s'y arrêtent jamais. Parce que l'objet en est essentiellement la nature en évolution à travers les âges, la plupart des faits qu'elle scrute sont rattachés par des liens multiples à des origines plus ou moins lointaines. Dès lors, une simple phénoménographie des faits actuels ne saurait suffire à l'intelligence du système de filiation, de dérivation et d'amplification naturelle qu'implique son ancrage historique. C'est pourquoi, bien souvent, des extrapolations théoriques, des constructions taxonomiques, des déductions analogiques et d'autres inférences y sont utilement mises en œuvre pour tenter de percer les ordres secrets de la nature. Dans l'histoire naturelle des corps vivants, cette dynamique, caractéristique des objets historiques, se trouve renforcée par la dynamique propre des corps organisés. L'observation n'y a jamais affaire qu'à des phénomènes évolutifs, de manière que ici plus qu'ailleurs, l'observation ne peut se réduire à une simple prise de vue instantanée. L'instant saisi se prolonge nécessairement par la double perspective de son passé et de son avenir, et l'individu s'enrichit de sa diversité évolutive. Aussi, la botanique et la zoologie ne saisissent-elles opportunément leur objet qu'en le restituant, implicitement ou explicitement, aux ordres divers de ces ancrages multiformes. Comment alors tenir le pari d'une phénoménographie descriptive, lorsque l'observation elle-même, déjà grosse de charges théoriques, ne peut constituer que le matériau de base à partir duquel le naturaliste, aux prises avec le monde grouillant et fluctuant des êtres, tente d'y déceler un ordre ou un principe d'intelligibilité? S'astreindre à la description des animaux ou des plantes, opérer des classifications, élaborer des théories sur la base d'analogies observées pour rendre compte des lois d'organisation du monde vivant, voilà en définitive les principaux traits sous lesquels se présente généralement la démarche de la zoologie et de la botanique, dans laquelle s'illustre toujours à des degrés divers le recours à l'observation et à la théorisation. Examinons à travers quelques exemples historiques ces différentes approches du vivant en histoire naturelle. 1. La démarche scientifique de l'entomologie descriptive, une méthode d'observation et d'interprétation des faits. Les recherches en histoire naturelle portant sur les êtres organisés ne diffèrent pas, dans leurs principes, des enquêtes sur les corps inertes telles qu'ont pu les pratiquer en astronomie par exemple, de grands observateurs comme Tycho Brahe ou Galilée. Mais en raison de la spécificité du vivant qui change et s'adapte au fil du temps, qui naît, grandit et meurt, cette description ne peut s'arrêter à un inventaire intemporel des phénomènes biologiques. Elle doit tenir compte du dynamisme naturel des êtres vivants et envisager leur étude à travers les situations que leur impose leur temporalité, leur historicité, leur intériorité.
Or la considération de ces valeurs évolutives qui échappent souvent aux prises d'une observation directe, oblige le naturaliste, la plupart du temps, à recourir à des inférences, démontrant ainsi toute la difficulté à tenir en science le pari d'une approche purement descriptive. Cependant, certains biologistes ont essayé de s'en tenir à la constitution de corpus de faits observés, ne se risquant jamais, ou que très rarement, à former des théories générales. Ils se contentent, dans quelques cas, de très prudentes hypothèses directement suggérées par les observations, en prenant toujours grand soin de garder à leurs conjectures une portée bien circonscrite. L'école française d'entomologie, florissante au XVIIIe et XIXe siècle, fournit quelques exemples illustres de ces chercheurs dont le souci était d'abord de restituer fidèlement, par un discours descriptif, les traits de la nature vivante. René Aferchaud de Réaumur, Amédée Louis-Joseph Lepelletier de Saint-Fargeau, Léon Dufour, Jean-Henri Fabre, Charles Ferton. Certes, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, en dépit de l'usage exclusif de l'œil, qui ne permettait pas d'atteindre toute la précision et la profondeur nécessaires dans l'observation des phénomènes, l'exploration anatomique et physiologique des insectes avait donné lieu à quelques descriptions élémentaires dues à Aristote, Histoire des animaux, Albert Legrand, de Animalibus 1270, Konrad Gessner, Historia Animalium 1551, Ulysse Aldrovandi, de Animalibus Insectis 1602. Mais ce fut l'introduction du microscope qui marqua le début des grands progrès dans les investigations entomologiques. L'ouvrage Micrographia, 1665, de Robert Hooke qui contient les premières observations d'insectes faites au moyen du microscope, constitua un tournant dans l'évolution de la biologie descriptive. Grâce à cet instrument, Marcello Malpighi put, à son tour, observer l'anatomie interne et le développement du ver à soie. Dissertation Epistolica de Bombis, 1669. Dès lors, on vit les naturalistes, Jean Swammerdam, Anthony van Leeuwenhoek, Francesco Redi, etc. réaliser des descriptions de plus en plus précises des petits animaux. Mais si l'étude de l'anatomie des insectes connut un progrès certain à partir du XVIIIe siècle, ce ne fut guère le cas pour celle de leur comportement et de leurs mœurs. L'éthologie souffrait en effet de nombreux préjugés qui frappaient encore ces animaux supposés inférieurs aux autres. Soit on les dépréciait, et on estimait que leur étude ne pouvait guère apporter à la connaissance du monde vivant, soit on pensait au contraire qu'ils étaient dotés de capacités semblables, sinon supérieures aux nôtres, sans qu'on prît le soin de les examiner pour ce qu'ils étaient. La petitesse des insectes était le plus souvent stigmatisée. Denis Diderot, par exemple, raillant les entomologistes, se demandait « Que penserait de nous la postérité si nous n'avions à lui transmettre qu'une insectologie incomplète, qu'une histoire immense d'animaux microscopiques ? Aux grands génies les grands objets, les petits objets aux petits génies. » D'autres naturalistes, en revanche, vilipendaient les excès anthropomorphiques de l'éthologie entomologique. Par exemple, Buffon condamnait à juste titre l'exaltation excessive de l'intelligence des insectes. Y a-t-il rien de plus gratuit que cette admiration pour les mouches ? Puis d'ajouter : une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature. Le pari de l'école française d'entomologie des XVIIIe et XIXe siècles fut de combattre à la fois la stigmatisation des insectes et les préjugés anthropomorphiques qui en entravaient l'étude scientifique. Et c'est grâce à une approche strictement descriptive qu'elle espérait enfin donner de la nature et du comportement des insectes une image conforme à la réalité des choses. Il y avait assurément la matière à révolution, à la fois dans le changement des mentalités vis-à-vis du monde des insectes, et dans le choix et l'adoption d'une méthode adéquate pour en acquérir une connaissance véritablement scientifique. René Aferchaud de Réaumur, 1683-1757, qui inaugura l'école française d'entomologie descriptive, dénonça, comme Buffon, les tendances anthropomorphiques de l'entomologie traditionnelle. Dans la préface de ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes, parue en 6 volumes entre 1734 et 1742, il écrit : « Ce sont surtout les éloges qu'on a donnés à l'intelligence des insectes qui n'ont pas été assez mesurés. On les fait penser et agir comme nous et souvent on les a loués de ce qu'ils pensaient et agissaient mieux que nous. » Mais contrairement à Buffon, Réaumur ne conclut pas que l'étude des insectes doit être reléguée au second plan. Au contraire,
Il affirme l'intérêt scientifique de l'entomologie et se consacre à sa partie la plus délicate, en raison des nombreux préjugés qui l'entravaient, l'éthologie. J'ai déjà assez déclaré, disait-il, que la partie de l'histoire des insectes à laquelle j'ai été le plus sensible, c'est celle qui regarde leur génie, leurs industries. Soumettre le comportement des insectes à l'observation, et constituer sur le témoignage exclusif de ses propres constats les corpus entomologiques, tel était le credo de Réaumur. Aussi se dévoie-t-il à l'étude entomologique sans préjugés, ni a priori. Par une observation minutieuse dans laquelle le sujet devait, autant que faire se peut, s'effacer devant la réalité et laisser la nature se dérouler et se dévoiler à ses yeux, il espérait connaître et décrire les insectes, non par rapport à ce que l'on savait des comportements humains mais pour eux-mêmes. Tous les faits devaient être notés, y compris ceux qui paraissent les plus anodins ou les plus singuliers. Ces derniers d'ailleurs, devaient être entourés de précautions particulières. En effet, avertit Réaumur dans la préface de ses mémoires pour servir à l'histoire des insectes, plus les faits sont singuliers, plus ils demandent à être attestés. Celui qui les annonce pour la première fois, ne saurait trop assurer qu'il les a vus et comment il les a vus. Le projet de Réaumur était celui d'une éthologie descriptive. Il ne s'agissait pas cependant de se satisfaire de simples récits anecdotiques, mais de procéder à une véritable étude systématique du comportement des insectes. La méthode adoptée consistait à observer les insectes dans leurs activités, puis à diviser celles-ci en séquences de manœuvres élémentaires. Une description minutieuse de chaque séquence d'opération pouvait alors être entreprise en vue de restituer fidèlement les actes et le travail des insectes. C'est suivant cette démarche que Réaumur procéda pour l'étude de nombreux insectes, mégachilles, guêpes, abeilles, larves diverses. Ce qui frappe aussi dans la méthode de Réaumur, c'est son souci de la précision dans l'approche des phénomènes éthologiques. Précision dans la saisie de l'objet restitué à la continuité de son histoire et à la complexité des réseaux auxquels il participe, mais aussi précision dans la description des faits et des gestes les plus singuliers ou les plus anodins. Car une enquête qui se destine à donner l'image réelle des choses combine nécessairement une perspective synthétique ou globale, avec une approche analytique qui scrute les détails. C'est Buffon qui résumait ainsi ces deux exigences contradictoires mais complémentaires de l'enquête scientifique. L'amour de l'étude de la nature suppose dans l'esprit deux qualités qui paraissent opposées, les grandes vues d'un génie ardent qui embrasse tout d'un coup d'œil, et les petites attentions d'un instinct laborieux qui ne s'attache qu'à un seul point. Réaumur paraît bien avoir réuni ces dispositions. Il fit preuve d'une grande perspicacité dans l'examen des détails, grâce notamment à la méthode séquentielle. En même temps, dans une vue plus globale, il relevait les analogies et les différences entre les insectes étudiés. Une autre caractéristique de la méthode de Réaumur était que bien qu'accordant le primat à l'observation, il ne dédaignait pas le concours de sciences comme les mathématiques, non pas seulement pour les besoins de la mesure et de la quantification, mais aussi pour l'interprétation des faits. Ainsi, ayant remarqué la forme hexagonale des ruches, il s'enquit auprès des mathématiciens sur les raisons de cette forme particulière. Le mathématicien allemand Johann Samuel Koenig, 1712 à 1757, montra que celle-ci était la structure la mieux adaptée aux ruches et la plus économique en cire. Même si l'interprétation des observations, pour Réaumur, ne doit avoir qu'une portée limitée aux phénomènes précis examinés, sans prétendre servir à induire des théories générales, elle témoigne de la difficulté de restreindre l'enquête naturaliste à la stricte description. Les faits sont toujours en effet décrits dans le sens d'une interprétation, car c'est l'interprétation qui donne un sens à une description. La réalisation du moindre inventaire, par conséquent, ne saurait s'en dispenser. En fait, le choix que fait un naturaliste de focaliser son attention sur tel phénomène plutôt que sur tel autre n'est pas gratuit. Il traduit, ou trahit, des présupposés et des attentes théoriques en fonction desquels il juge tel phénomène pertinent et tel autre non. Le renoncement à l'hypothèse ou à la théorie est une profession de foi empiriste qui n'est donc jamais totalement observée dans l'enquête. Sinon, cela signifierait que pour aborder l'étude des coléoptères par exemple, le naturaliste devrait ignorer absolument tout ce qu'il sait de cette catégorie d'insectes et en aborder l'étude avec un esprit ignorant. Or ce qui est nécessaire à l'enquête scientifique, ce n'est pas de feindre l'ignorance, mais d'accepter la nouveauté,
c'est-à-dire de rejeter toute posture dogmatique et de se tenir prêt à accepter le fait plutôt que la théorie lorsque le fait se trouve en porte-à-faux avec la théorie. Il y a donc nécessairement en amont de toute enquête, des théories ou des thèses implicites qui orientent les choix de l'observateur. Et en aval, une enquête peut difficilement faire l'économie d'une interprétation explicite des faits et donc d'une ébauche théorique, fût-elle de portée limitée. Cette interprétation peut être absolument inédite ou au contraire, confirmer des idées antérieures. Réaumur, par exemple, ne s'est pas limité à la constitution de corpus entomologiques. Il ne fut pas seulement un observateur attentif du comportement des insectes. Il fut aussi un authentique expérimentateur qui n'hésitait pas à soumettre la nature à des tests. Par exemple, en 1712, pour vérifier une opinion répandue sur la régénération des membres des crustacés, il mutila plusieurs écrevisses et put alors observer le processus de reconstitution de leurs membres. Au bout de quelques mois, il s'aperçut que les animaux en étaient de nouveau pourvus. À l'occasion d'une observation scientifique effectuée par le naturaliste, des choix sont à faire, des orientations sont à donner à l'ensemble de l'enquête, des interprétations sont nécessaires, de sorte qu'il est impossible de nier que l'observation soit en définitive un processus d'invention. La part du sujet dans la constitution des corpus montre que ceux-ci, s'ils ne sont pas inventés dans leur matière, le sont néanmoins dans leur forme, c'est-à-dire dans l'ordre qui est imprimé à leur découverte. Lorsque le naturaliste choisit de s'intéresser à tel ou tel être, à tel ou tel de leurs aspects, c'est lui qui juge des faits qui se présentent à lui, retenant les uns qu'il croit pertinents et rejetant de son corpus d'autres. La différence entre les naturalistes ne se situe donc pas entre ceux qui se seraient tenus exclusivement à une description sans intention théorique, il n'y en a sans doute pas, et ceux qui auraient procédé à des inférences théoriques. S'il y a une différence, elle devrait se situer plutôt entre ceux qui, comme Réaumur, se sont limités à des interprétations locales des observations ne touchant qu'à un aspect très précis du phénomène concerné, et ceux qui, comme Darwin par exemple, ont, à partir d'observations nombreuses et variées, induit une interprétation générale de la nature. La part de l'invention dans les processus scientifiques paraît inévitable, y compris dans ceux où l'on soupçonne le moins sa présence. L'observation scientifique entretient avec l'invention un double rapport. D'abord, toutes les investigations scientifiques, même celles qui sont provoquées par les faits fortuits, sont conduites suivant des choix touchant par exemple aux dispositifs techniques et aux instruments utilisés, des interprétations spontanées, des attentes théoriques de l'observateur. Ensuite, l'observation elle-même est inventive, parce qu'elle génère des hypothèses et des théories. Mais il faut convenir que l'activité inventive de l'observateur peut être à l'origine d'erreurs d'interprétation des phénomènes. Le risque d'une extrapolation abusive guette toujours l'observateur, lorsque toutes les précautions de cohérence avec les faits ne sont pas rigoureusement respectées. C'est ainsi que lorsque les inductions sont surdimensionnées aux expériences qui les fondent, elles donnent lieu à des interprétations trop générales qui peuvent se révéler incorrectes. Le cas de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, 1823-1915, est un exemple particulièrement éclairant sur la manière dont peut s'effectuer le passage de l'observation à la théorie limitée, puis de la théorie limitée à une extrapolation générale surdimensionnée. À l'instar de Réaumur, Fabre était un observateur passionné des insectes. Comme lui, il croit que l'autorité des faits est un axiome absolu de l'étude entomologique et qu'elle surclasse celle des théories régnantes. Il pense que lorsque les faits, solidement établis, suggèrent une interprétation différente de celle des théories, l'on ne devrait pas hésiter à privilégier les faits et la nouvelle interprétation. D'où la nécessité de procéder à une observation rigoureuse et systématique. Comme Réaumur, Fabre s'attache à décomposer les faits observés en séquence afin de mieux les appréhender. Il applique ce principe notamment à l'étude de la chasse de l'hamophile. On remarquera la précision avec laquelle il décrit et analyse, séquence après séquence, les gestes du prédateur. Première séquence. L'hamophile saisit la chenille par la nuque avec les tenailles courbes de ses mandibules. Le ver gris se démène avec vigueur, il roule et déroule sa croupe contorsionnée. L'hyménoptère ne s'en émeut, en se tenant de côté il évite les chocs. L'aiguillon atteint l'articulation qui sépare le premier anneau de la tête, sur la ligne médiane et ventrale, en un point où la peau est plus fine.
Le dard séjourne dans la blessure avec une certaine persistance. C'est là, paraît-il, le coup essentiel qui doit dompter le ver gris et le rendre plus maniable. Deuxième séquence. L'amophile abandonne alors son gibier. Elle s'aplatit à terre, avec des mouvements désordonnés, avec des rotations sur le flanc, des tiraillements et des pendiculations de membres, des frémissements d'ailes comme en danger de mort. Je crains que le chasseur n'ait dans la lutte reçu un mauvais coup. Mais voici que l'amophile se calme, se brosse les ailes, se frise les antennes et reprend sa démarche alerte pour courir sus à la chenille. Ce que j'avais pris pour les convulsions d'une mort prochaine était le frénétique enthousiasme de la victoire. Troisième séquence. L'opérateur happe la chenille par la peau du dos, un peu plus bas que précédemment, et pique le second anneau, toujours à la face ventrale. Je le vois alors graduellement reculer sur le ver gris, saisir chaque fois le dos un peu plus bas, l'enlacer avec les mandibules, ample pince à branches recourbées, et chaque fois plonger l'aiguillon dans l'anneau suivant. Et de façon méthodique, l'insecte pique systématiquement et successivement tous les anneaux du ver gris jusqu'au dernier. Ainsi sont blessés les 3 anneaux thoraciques à pattes vraies, les 2 anneaux suivants qui sont apodes, et les 4 anneaux à fausses pattes. En tout, 9 coups d'aiguillon. Les 4 derniers segments sont négligés, sur lesquels 3 apodes et le dernier ou 13e avec fausses pattes. L'opération s'accomplit sans difficulté sérieuse. Le premier coup de stylet reçu, le ver gris n'oppose qu'une faible résistance. Quatrième séquence. Il happe la tête du ver et la mâchonne, la comprime à coups mesurés, sans blessure. Ces coups de pression se succèdent avec une lenteur étudiée. L'insecte paraît chercher à se rendre compte chaque fois de l'effet produit, il s'arrête, attend puis reprend. Pour atteindre le but désiré, cette manipulation sur le cerveau doit avoir des limites qui, dépassées, amèneraient la mort et à bref délai la corruption. Aussi l'hyménoptère mesure-t-il la force de ces coups de tenaille, qui sont nombreux du reste, une vingtaine environ. Cinquième et dernière séquence. Le chirurgien a terminé. L'opérée gît à terre sur le flanc, à demi roulée sur elle-même. Elle est immobile, inerte, incapable de résistance pendant le travail de traction qui doit l'amener au logis, inoffensif pour le vermisseau qui doit s'en nourrir. Après la description minutieuse des gestes du prédateur, Fabre ne put s'arrêter là sans tenter de donner une appréciation de la démarche méthodique et si étonnamment structurée de l'insecte. La méthode opératoire adoptée par l'hyménoptère en vue de paralyser le ver gris est, dit-il, dans le domaine de l'instinct, la plus haute manifestation que je connaisse jusqu'ici. Quelle science infuse, bien propre à nous faire réfléchir. Quelle savante logique, quelle sûreté dans ce physiologiste inconscient. La maîtrise de l'art de la chasse et la précision avec lesquelles l'amophile opère lors des différentes phases de la capture et de la mise à mort du ver inspire au naturaliste une interprétation non évolutionniste et fixiste de l'instinct. C'est la seule interprétation, croit-il, à même d'expliquer la survie de cette espèce. L'instinct ne peut être le fruit d'une aptitude qui se serait formée graduellement et se serait affinée au fil de l'évolution. Bien au contraire, pense Fabre, celui-ci s'est plutôt constitué de manière fortuite à un moment de l'histoire qui a vu l'avènement de l'amophile et il s'est perpétué, dans sa forme originelle, par sa transmission intégrale de génération à génération. L'instinct suscité par un acte fortuit qui s'est trouvé favorable à l'animal est une habitude acquise. Le naturaliste explique que si l'instinct s'était formé progressivement, l'espèce des amophiles aurait sans aucun doute disparu faute de pouvoir se nourrir, puisque la capture de ses proies requiert un art de la chasse parfaitement maîtrisé. Pour se nourrir de la chenille, cet insecte doit réussir sans faute à la paralyser. Cela ne souffre aucune hésitation ni aucun geste maladroit ou inapproprié. C'est pourquoi, le fait que l'insecte ait survécu jusqu'à nous fait penser que depuis les origines, celui-ci possédait déjà et au même degré qu'aujourd'hui, la maîtrise de la chasse. Docile à l'inexorable logique des choses, nous admettons donc que la première amophile hérissée, faisant la capture du ver gris pour nourrir sa larve, opéra le patient par l'exacte méthode en usage aujourd'hui. Cela dut se passer ainsi, car répétons-le, un meurtrier inexpert, ébauchant son ouvrage par à peu près, ne laisserait pas de successeur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.